Je voulais juste dire que je suis heureuse d'avoir fait un film, parce que je suis allée voir mes producteurs en proposant une série et ils m'ont dit tu devrais peut-être faire un film. Donc je suis heureuse d'avoir fait ce film avec vous et voilà. Mais ce soir, vous me donnez la parole et je ne peux me contenter d'évoquer la joie que je ressens. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Ce prix, je le dédie à toutes les jeunes réalisatrices, à tous les jeunes réalisateurs et même à ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à tourner. On se doit de leur faire de la place, cette place que j'ai prise il y a 15 ans dans un monde un peu moins hostile et qui considérait encore possible de se tromper et de recommencer. Mai 2023, 76e Festival de Cannes. C'était un extrait du discours de la cinéaste Justine Triet lors de la remise de la Palme d'Or pour son film Anatomie d'une chute. Mais qui sait vraiment de quoi la lauréate a voulu parler quand elle a évoqué l'exception française? En tout cas, il était difficile d'en connaître tous les fondements avant la publication en octobre dernier du livre de l'historienne Annie Lacroix-Riz intitulé Les origines du plan Marshall ou le mythe de l'aide américaine. C'est un livre qui est paru aux éditions Armand Collin, un livre de 419 pages, équipé de 143 pages de notes et de références, où l'historienne aguerrie est retournée dans les archives des accords Bloomberg et des négociations qui ont précédé. Des négociations qui ont lieu entre les États-Unis et la France à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une histoire qui a déterminé l'existence même du cinéma français, aujourd'hui à nouveau menacé par le double discours du pouvoir néolibéral, qui cède peu à peu du terrain aux tentatives d'invasion des grosses plateformes américaines, dont la plus hégémonique est Netflix. Dans cette nouvelle série de podcasts des Mutins, nous allons donc entrer dans les passionnants détails du méconnu plan Marshall, comment Léon Blum et les dirigeants de l'époque ont été roulés dans la farine, comment le monde du cinéma français a résisté à la disparition. Autant d'éléments historiques qui devraient nous amener à toujours nous méfier des tentatives sans cesse renouvelées de détruire l'exception française. L'historienne Annie Lacroix-Riz va nous expliquer tout ça à travers 4 épisodes. Premier épisode, la naissance d'un nouvel impérialisme. La doctrine Monroe des années 1820, c'est très simple, c'est que l'hémisphère occidental, enfin l'Amérique, est une zone qui relève de la responsabilité des États-Unis, nord et sud. C'est ça la doctrine Monroe. Et par conséquent, qu'aucune force rivale ne peut s'y installer. C'est donc une revendication de monopole strict. Et le développement impérialiste général a été caractérisé, loin de moi l'idée de l'idéaliser et de dire que l'impérialisme antérieur était sympathique, mais comme s'était développé au XIXe siècle des impérialismes, j'allais dire de force subégale, ou en tout cas des impérialismes forts et des impérialismes moyens, avait dû s'instituer dans la course aux colonies, dans ce qu'on a appelé la course à l'Afrique, le dépeçage de l'Asie, etc., une espèce de modus vivendi, c'est ce qu'on appelle l'attribution des zones d'influence, alors dont il y a un exemple célèbre et beaucoup d'exemples, c'est-à-dire par exemple la conférence de Berlin de 1886, au cours de laquelle
tous les grands impérialismes qui se taillent en pièces l'Afrique décident de se répartir le bassin du Congo. Alors c'est Léopold II qui a le gros morceau, c'est la Belgique qui a le gros morceau, mais il y a des petits morceaux pour tout le monde. Et je dirais que dans ce que je considère comme un des livres les plus remarquables, une des synthèses les plus remarquables sur l'existence, sur l'impérialisme, qui est l'impérialisme, stade suprême du capitalisme de Lénine, qui, il faut le savoir, est un ouvrage, je dirais, de caractère très scientifique, parce que c'est un ouvrage qui est littéralement calqué sur les synthèses d'avant 1914, de toute l'économie politique, d'économistes, de ce qu'on appellerait aujourd'hui des sociologues, mais surtout d'économistes, et qui définissent, pas forcément parce qu'ils y sont hostiles, qui définissent ce qu'est devenu le capitalisme à la fin du 19e, et bref, qui définissent l'impérialisme. Lénine montre très bien, il écrit en 1916, il montre très bien comment on est passé d'un impérialisme de répartition, bon bah tu prends ça mais moi je prends ça, donc finalement d'attribution de zones d'influence, à un capitalisme, la crise s'aiguisant à la fin du 19e ou au début du 20e, elle s'aiguise terriblement d'ailleurs à nouveau au début du 20e, je rappelle que c'est la première grande crise du capitalisme qui a démarré en 1874 et qui n'a été partiellement, mais qui n'a été liquidée que par la guerre de 14. Et donc, on a été des années 70 aux années 1900, où c'est vraiment déployé la totalité de la conquête impérialiste du monde. On s'est trouvé dans une situation où on passait d'une transition de paix négociée à des conflits, et à des conflits de plus en plus importants, puisqu'on arrive aux guerres qui préparent la guerre mondiale, ces fameuses guerres balkaniques. On se bat dans les empires, la France et l'Allemagne, en Tunisie, en Afrique du Sahel, etc. Et puis on arrive à la guerre. Mais on a finalement vécu sur une sorte d'attribution entre impérialisme d'importance inégale qui permettait un bout pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour l'impérialisme allemand qui a commencé très tard, qui s'est déployé à partir des années 80. Les États-Unis, c'est pas ça. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est une revendication qui, j'allais dire, monroïse le monde. Donc quand les États-Unis, en 1899, émettent ces fameuses notes, qui sont des notes sur la Chine, en disant aux Européens, vous êtes bien gentils, vous êtes tout attribué, vous allez me faire le plaisir de dire que tous nos droits sont respectés. De déclaration en déclaration, il est clair que ce dont il s'agit, c'est que aucune sphère de l'univers ne doit échapper aux États-Unis. Et c'est cette revendication d'hégémonie, qui n'est pas connue aujourd'hui, parce qu'elle est totalement contradictoire avec, je dirais, le rôle culturel, le rôle politique qu'exercent les États-Unis, qui sont, on le sait, le parangon de la démocratie, qui n'intervient ici ou là que pour établir la démocratie là où elle est menacée ou là où elle n'existe pas. Dans lequel le cinéma va jouer un rôle, après bien sûr, en plus de propagande. Mais là, restons sur l'économie de la chose et sur comment cette influence et cet impérialisme se développent. Alors, on peut passer vite peut-être sur l'entre-deux-guerres, bien que c'est évidemment la Première Guerre mondiale qui fait rentrer quand même les États-Unis dans l'Europe. Oui, absolument. Et puis, c'est-à-dire qu'il faut le dire tout de même, finalement, on a de ce qui a une incidence directe sur le cinéma européen et mondial, on a une idée avec le programme strictement identique de Wilson et de Roosevelt. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les fameux 14 points, n'importe qui peut les lire, ils sont publics, ils sont traduits,
les 14 points de la déclaration au Congrès de janvier 1918 et le programme Roosevelt, c'est-à-dire la déclaration de l'Atlantique du 14 août 1941, c'est le même programme, c'est-à-dire aucune zone du monde ne doit échapper à la liberté que revendiquent les États-Unis. C'est une liberté commerciale, mais c'est une liberté commerciale, de fait, évidemment, une liberté d'investissement des capitaux partout, mais c'est une liberté commerciale qui est évidemment très disproportionnée. En apparence, les États-Unis disent nous voulons des marchés libres, totalement libres, sans droit. La réalité, c'est que les États-Unis, comme tous les pays qui se sont déployés à l'époque de l'impérialisme, c'est un pays qui s'est entouré d'un mur douanier, d'un véritable mur douanier, et d'un mur douanier qui a été terriblement, terriblement aggravé dans les années 1930, qui est d'ailleurs, il faut le signaler pour le cas français, une étape extrêmement importante de la conquête du cinéma français, puisque l'accord commercial qui est signé le 6 mai 1936, qui est un accord commercial sur le général, est un accord commercial sur le cinéma, on notera d'ailleurs avec intérêt qu'il est signé du temps du premier gouvernement de Front Populaire, c'est-à-dire de Léon Blum, c'est-à-dire d'un représentant éminent de la SFIO, ce qui permet de tracer le cheminement chronologique de ce qu'est Léon Blum et de ce qu'est la SFIO pour l'implantation américaine sur le continent, parce que évidemment ça n'est pas spécifique du cinéma, mais c'est une donnée extrêmement importante objectivement et extrêmement importante de mon ouvrage, parce que évidemment j'ai essayé de montrer comment les forces politiques se situaient en France par rapport à la marée américaine, à la marée générale américaine, et comment et pourquoi c'était la SFIO qui apparaissait aux États-Unis comme le parti de très loin le plus sûr au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Alors évidemment, on va beaucoup parler de Blum, puisqu'il est au centre des accords Blum-Barnes, mais aussi donc 36, ce que tu viens de dire, mais de notre côté, toute cette logique-là qui se met en place, donc qui est une extension, évidemment le cinéma en est un symptôme, parce qu'il a à double tranchant, parce que d'une part c'est un marché, et d'autre part c'est une façon évidemment de diffuser des idées, donc ça échappe à personne. Voilà, là, on évoquera évidemment l'aspect culturel et politique, parce que c'est considéré comme le principal vecteur des États-Unis. Tout le monde le sait, là où passe le film, passe le mode de vie américain, passe la marchandise américaine. Ça a été absolument codifié par les dirigeants américains, et il faut le dire, on ne le sait pas parce que chez nous, l'historiographie américaine critique et explicite n'est jamais traduite. Tous les spécialistes américains du cinéma ont montré que Hollywood avait été un des vecteurs essentiels de l'impérialisme américain en général, pas seulement pour vendre des films, pas seulement pour vendre des choses mignonnes, des articles divers, mais de l'armement, mais des avions, mais de tout. Et ça, c'est une dimension qui est complètement ignorée chez nous. Alors il faut le dire, cet accord commercial de mai 1936, signé du temps de Léon Blum, est un accord qui est terrible sur le cinéma. C'est un accord léonin sur le cinéma. Parce qu'on sait que dans l'entre-deux-guerres, les États-Unis occupent, c'est vrai, une part de plus en plus considérable dans le cinéma mondial, mais il y a le cinéma allemand qui a un rôle considérable, il y a le cinéma français qui a un rôle considérable et qui a eu un rôle pionnier absolument déterminant, puisque les États-Unis, inaugurant depuis le XIXe siècle une politique de conquête des cerveaux, ce qu'ils appellent le brain drain. Ils ont pratiqué la conquête des cerveaux, on le sait, aussi en matière de cinéma, puisqu'il y a toute une série des extraordinaires fondateurs du cinéma européen qui se sont retrouvés aux États-Unis. Et donc l'accord commercial de 1936 est terrible.
Et il faut le savoir, la France, les dirigeants français, ou en tout cas un petit moment, caressent l'espoir de corriger et d'améliorer ce catastrophique traité commercial, oui, de mai 36, parce que sur un marché limité, mais enfin moins limité qu'après-guerre, sur un marché, il faut le rappeler, qui est caractérisé par la double diffusion des films. Car avant-guerre, quand on va au cinéma, on voit 2 longs métrages. On parle aujourd'hui du temps que les gens passent devant les écrans, mais c'était quand même une équipée d'aller au cinéma. Bon, 2 films. Ça faisait 300 films par an en France. Sur ces 300 films par an, alors qu'il existait un cinéma français, les États-Unis avaient revendiqué plus de la moitié, c'est-à-dire par l'accord au moins 180 films. Dès 36. Mais oui. Donc, au contraire de ce qu'ont expliqué certains historiens curieusement complaisants, je dis curieusement complaisants, car on a le droit d'être complaisant, mais pas au prix, je dirais, de la distorsion de la réalité, qui ont expliqué que c'était un excellent accord et que il s'agissait pas du tout, évidemment, à l'origine. D'abord, les milieux français seraient venus négocier à Washington, finalement assez ignorants de l'affaire. Tout le monde peut se douter, en faisant bien marcher sa cervelle, que c'est faux. Parce qu'il y a des milieux du cinéma en France, par conséquent, ils avaient étudié le problème. Ils avaient des contacts avec les ministères qui eux-mêmes étaient occupés par l'affaire. Le ministère du Commerce, le ministère des Finances, enfin tous les ministères économiques. Et puis il y a une réalité qui est particulièrement appréhendable dans la Deuxième Guerre mondiale et dans la suite, c'est que le milieu du cinéma lui-même, le milieu des techniciens et même les acteurs sont en France un milieu combatif, assez combatif, particulièrement bien informé et particulièrement exigeant, demandant évidemment à des gens qui ont des intérêts contradictoires, ces salariés. On travaille pour des gens qui ont des intérêts contradictoires avec les leurs, mais ils font pression sur ces gens. Donc ces milieux du cinéma qui, même dans un cadre allemand, avaient... surtout qu'on me comprenne bien, hein, je suis aussi spécialiste des relations économiques franco-allemandes, je ne cherche pas du tout à dire que le temps de l'UFA était un temps béni sous l'occupation, ça va de soi, mais les Allemands qui travaillaient beaucoup avec les Français avant-guerre, avaient eu l'intelligence de contrôler ou de tenter de contrôler le cinéma le cinéma français en lui laissant une certaine liberté d'intervention, toutes choses égales d'ailleurs, bien sûr. Et il faut le savoir, dans les milieux du cinéma qui étaient déjà confrontés dans l'entre-deux-guerres avec une tutelle américaine grandissante, l'occupation a été une relative période d'autonomie pour certains réalisateurs. On est bien d'accord, hein, les Juifs étaient exclus, ce qui faisait quand même beaucoup de monde dans le cinéma, mais le responsable nazi se disait que pour contrôler le cinéma, il fallait laisser quand même des possibilités aux cinéastes maintenus de travailler. Tavernier le montre très bien dans son film sur la Continentale. Exactement. C'est-à-dire qu'on a pu faire des films extraordinaires qui ne correspondaient pas du tout aux méthodes américaines, puisqu'on le sait bien, dans le cinéma américain, qui est un cinéma financiarisé, industrialisé à l'extrême, ce sont les milieux dirigeants qui font le film. Ce ne sont ni les acteurs qui ont de l'initiative, ni les metteurs en scène. Alors, on était dans une situation commerciale qui était dramatique, qui était d'autant plus dramatique, et il faut le dire, les milieux français du cinéma ont été
particulièrement bien informé et ont particulièrement bien informé le sommet de l'appareil d'État. La thèse qu'on a voulu nous faire agréer entre les années 70 et 80 du XXe siècle est une thèse entièrement fausse, c'est-à-dire la bande de benets qui arrivent à Washington, qui ne sont pas informés du dossier, et puis qui signent finalement, qui acceptent n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas informés, pas du tout. On se trouvait en 1945 dans une situation particulièrement difficile. Pourquoi ? Parce que la double programmation avait disparu. Il n'y avait plus de double programmation. Les conditions de pénurie, etc., rendaient impossible cette double programmation. Il n'y avait donc plus que, en fait, 158 films par an. Parce qu'on a un calcul qui est évidemment reflété dans mon livre, qui montre le degré d'information des milieux qui sont supposés être allés négocier avec Washington. Il n'y a pas eu de négociation. Tout était chiffré. C'est-à-dire, grosso modo, un peu plus de 150 films par an, soit la moitié des films antérieurs. Et, disaient les milieux commerciaux, financiers français, j'entends les milieux étatiques, nous sommes tenus au surplus de réserver une part un peu plus importante au cinéma étranger. D'abord, le cinéma étranger s'est développé, parfois d'ailleurs à la faveur de la guerre ou de l'immédiate avant-guerre. Le cinéma soviétique, on n'en reviendra pas, mais quand même le cinéma soviétique, je rappelle que l'Union soviétique était un allié officiel de la France au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Les Anglais, dont le cinéma s'était beaucoup développé, donc il fallait, disaient nos textes officiels, enfin nos textes gouvernementaux, pas officiels parce que la population ne les connaissait pas, il est indispensable que nous réservions sur ces 150 films annuels une part grandissante à nos alliés, notamment les soviétiques, bon ça ils n'y croyaient pas, mais enfin ils l'écrivaient, et les Anglais. Et puis nous avons à travers l'Europe beaucoup d'acheteurs. Nous avons les Belges, les Suisses, enfin les uns les autres, et ces gens, il faut aussi leur accorder, ils ont un cinéma, il faut aussi leur accorder une part. Donc, on était confronté à une situation épouvantable parce que les majors sont arrivés, les 8 majors sont arrivés, avec leurs délégués gouvernementaux, il faut le dire, c'est une situation qui n'est pas abordée parce que nous vivons sous le règne depuis quelques décennies, non pas des méthodes habituelles de l'histoire, mais nous vivons sous le règne de Sciences Po qui a littéralement phagocyté l'histoire contemporaine. Et vous avez là des interlocuteurs politiques, sont toujours politiques, qui sont désincarnés, qui n'appartiennent à aucune classe sociale, qui ne représentent, je dirais, qu'eux-mêmes, et qui, quand ils sont politiques, sont d'une autonomie remarquable, parce qu'il est bien connu que les partis sont remarquablement autonomes. La réalité n'est pas ça. La réalité, c'est que, d'une manière presque caricaturale ou ignorée chez nous, et qui est la même chez nous, mais plus feutrée chez nous, le sommet de l'appareil d'État américain est constitué de ce qui est devenu plus courant chez nous, mais qui n'était pas visible à l'époque, est constitué d'hommes directs, je dis d'hommes parce qu'à l'époque il y a peu de femmes quand même, de représentants directs du capital financier, à la tête de très grosses entreprises financières, industrielles, bancaires, etc., des plus grandes. Je citerai évidemment les Rockefeller et tout leur appareil de cousins, de beaux-frères, etc. Et ils sont régulièrement appelés à des missions étatiques. Ils sont des représentants étatiques. Ils sont secrétaires au Trésor, ils sont secrétaires de tout. Et puis, vous savez, c'est ce qu'on appelle le système des portes, des tourniquets. Là, maintenant, on le sait, puisque nos inspecteurs des finances
il le faisait avant-guerre, mais on ne le savait pas. Il passe sans arrêt du public au privé. C'est la règle américaine. Oui. Mais c'est la règle de l'avant-guerre. C'est la règle qui n'a jamais cessé aux Et États-Unis. donc c'est eux qui vont venir négocier, enfin Mais bien négocier. sûr. Mais bien sûr, c'est-à-dire... Alors parle-moi de cette négociation. Négocier comment? Parce que c'est pas vraiment une négociation. Non, mais parce c'est qu'on jamais découvre une dans le- négociation. Alors ça évidemment, mon livre le montre, en particulier parce que mon livre est parti d'un cobaye, qui est le cobaye britannique, je dirais, dont l'état récent, illustré par la remarque fort acerbe d'un journaliste de la BBC à propos d'un Premier ministre qui était un Premier ministre travailliste, avait utilisé à l'époque de la guerre de l'Irak cette expression un peu aiguë, si je puis dire, de caniche. Comment est-ce que l'Angleterre et l'ancien impérialisme dominant, cet empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, comment est-ce que il est passé à une puissance ou une non-puissance caniche? Évidemment, c'est le fruit, je dirais, de tous les événements intervenus depuis la fin du 19e et aggravés par la Première Guerre mondiale, mais alors, je dirais, parvenu au sommet dans la deuxième, parce que quand on connaît l'exemple de la Grande-Bretagne, qui n'est pas un pays occupé, qui est un pays libre, qui n'est pas occupé par l'Allemagne, et qui passe sous les fourches caudines d'une manière que nul ne peut imaginer, je dirais, dans le dispositif établi par Sciences Po, parce que le dispositif de l'histoire contemporaine en France aujourd'hui, c'est les États-Unis ont sauvé l'Angleterre. Non, les États-Unis ont tué l'Angleterre. Ils l'ont tué dans la Première Guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres, ils l'ont achevé dans la deuxième. Mais chez nous, ça ne passe pas, c'est une question taboue. Je le dis, j'en profite pour rendre hommage à un de mes collègues qui a fait un ouvrage en 93 sur l'économie britannique, qui abordait justement ces questions, et qui était le premier à avoir utilisé le terme, je lui rends justice, le terme de mythe de l'aide américaine. C'est quelqu'un qui s'appelle Richard Farnetti, et qui a fait un travail de synthèse à partir du travail des Britanniques et des Américains, qui montrait cette ruine de l'Angleterre. Et cette ruine de l'Angleterre, elle est passée par, je dirais, un déshabillage commercial et un déshabillage capitalistique inimaginable. Pour l'imaginer, il faut le décrire. Et donc, évidemment, l'Angleterre a connu la même bérésina cinématographique que nous. Je dirais même en pire. Parce qu'en France, la résistance intérieure a été plus forte. C'était le premier épisode de La conquête américaine du cinéma français avec Annie Lacroix qui continuera dans le deuxième épisode. Le cinéma, c'est nous.